Bonjour à tous et bienvenue au point d'actualité immobilière de Statimo. Je suis ravi de vous revoir après de longs mois d'absence. Donc, nous nous rencontrons aujourd'hui pour faire un point sur l'activité, notamment de l'immobilier d'entreprise et plus précisément l'immobilier locatif bureau sur Casablanca. Je suis avec mes trois confrères de Statimo, Wafi El Yacoubi de Colliers International, Arthur Visieux de JLL et Tariq El Raki de CBRE. Donc, je vais vous repréciser le fonctionnement de Statimo. Donc, voici les quatre personnes qui interviendront aujourd'hui. Donc, en fait, Statimo, c'est un GIE que nous avons créé à quatre sociétés, Carré Immobilier, CBRE, Colliers International et JLL, en 2014 et qui, depuis donc 2014, en reprenant aussi les données de 2013, publie de façon trimestrielle de la data sur l'immobilier locatif bureau et l'immobilier d'entreposage, l'immobilier locatif d'entreposage sur Casablanca, ainsi que l'investissement d'une façon annuelle. Donc, on est à 8 années de consolidation de data sur Statimo. Le principe de Statimo, c'est que nous mettons, nous, quatre contributeurs, nous mettons nos données en commun. Ces données sont données à un provider qui les traite de façon totalement confidentielle. Il nous rend les agrégats et sur le site statimo.ma, nous vous livrons de façon régulière les agrégats, c'est-à-dire les tendances, les loyers moyens et la demande placée. Comme je vous l'ai dit, nous sommes quatre contributeurs. L'idée est de regrouper tous nos données. Nous avons aussi certains confrères qui nous confient aussi leurs données et notamment un player qui s'appelle Casanearshore qui, de façon régulière depuis 4-5 ans, nous livre ces données. Là, ce que je vous montre, c'est la carte et le découpage de l'immobilier locatif à Casablanca. Alors, il faut savoir que cette carte, nous l'avons créée en 2014. Elle mériterait d'être améliorée car depuis, il y a eu quelques petits changements, notamment sur l'entrée de ville. On voit bien que l'immobilier de bureau a poussé de façon assez massive, et notamment sur, je dirais, le tour de Casanearshore. Et puis, il y a une autre zone aussi qui a bien poussé, c'est autour de Casa Anfa. Donc, ça fait partie des prochains chantiers que nous aurons sur Statimo et probablement courant 2022, où on reviendra pour retravailler cette carte de façon à ce qu'elle soit plus pertinente. Voilà, après ce bref exposé de Statimo et de son historique, je passe la parole à Tariq El Raki qui va nous faire un rappel de ce qui s'est passé en 2020. Tariq, c'est à toi. Merci William. Bonjour à tous. Donc, comme le disait William, on s'est dit qu'on n'allait pas parler directement de 2021 sans vous donner un petit récap de ce qui s'est passé. La dure année de 2020, dure année du Corona. Donc, on va voir quelques slides et on pourra par la suite, avec vos questions, développer un peu plus chaque point. Donc, voir ce qui s'est passé en fait. Donc, comme le disait William, nous, dans le cadre de ce GIE, l'élément essentiel qu'on recense, c'est la demande placée, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés qui ont été pris en location ou à l'acquisition sur Casablanca, sur le Grand Casablanca. C'est une demande qui est bien sûr principalement composée de grands groupes corporate, mais également de PME. Donc, dans le cadre de notre suivi, on essaie de recenser de manière le plus exhaustive possible le nombre de mètres carrés qui sont placés. En 2020, donc le contexte particulier de l'année dernière, on a eu un chiffre de 23 814. Quand on entend ce chiffre-là, on compare automatiquement par rapport à l'année d'avant et on se rend compte que on est sur une baisse de moins de 48%. Il y a plusieurs raisons, on va en discuter, mais déjà, tout le monde sait le contexte particulier de l'année dernière. L'année dernière, c'était une période où il y a eu un confinement. Qui dit confinement dit chamboulement complet de l'activité transactionnelle.
qui a été complètement perturbée. On a eu des annulations de visites, des reports de plans d'expansion. Je pense que le sujet principal de beaucoup d'entreprises, c'était le cost-cutting. Et donc, ça s'est fait ressentir principalement sur le S2. Sur le S1, il y a eu des transactions qui se sont faites sur le S1 et la plupart, je pense entre 80 et 90% des 23 000 sont faits sur le S1. Le S2 a été beaucoup plus problématique, bien que c'était le retour au travail. Il y a eu le chamboulement, bien sûr, lié au télétravail, donc avec une modification de la consommation en mètres carrés. Ces éléments-là, on va les développer tout à l'heure sur 2021 pour voir dans quelle manière ils se sont pérennisés. Mais juste pour vous donner quelques chiffres, déjà, moins 48%, ça fait peur, mais c'est en ligne avec ce qui s'est passé dans d'autres grandes capitales de IMIA, où on note entre moins 35 et moins 40%, selon les sources, et grandes villes comme Barcelone, Paris, qui ont également vu un drop extrêmement important qui va jusqu'à 60% entre 2019 et 2020. Donc, c'est quelque chose qui est en ligne avec ce qui s'est passé dans les grandes capitales économiques. Donc, si on peut voir, William, la slide d'après, le split en termes de zones. Donc, comme le disait William, on travaille sur les zones historiques qu'on a mis en place il y a quelques années. Bon, il y a des changements en cours, mais d'ores et déjà, les grands pôles, on peut voir un peu la tendance sur ce camembert. Casa Nearshore a été la locomotive de l'année dernière. Heureusement que ce mastodonte de l'immobilier professionnel a fait de la transaction. Ça a un petit peu relevé les chiffres de manière importante. On est autour de 18 000 mètres carrés à peu près. Voilà, plus de 3/4 des mètres carrés qui ont été placés au niveau de Casa Nearshore. Donc ça a permis un petit peu de sauver les meubles de l'année dernière en termes de mètres carrés, de réduire l'impact de la crise. Et si on regarde au niveau des autres zones, alors vous avez le QCA qui est le quartier central des affaires, toujours dynamique l'année dernière, on verra si c'est toujours le cas cette année. Une zone qui est en train d'être consolidée et qui est en train d'être concurrencée. Bon, elle a été concurrencée par la Marina et maintenant elle est encore concurrencée par d'autres zones comme l'Oda, mais qui a réussi l'année dernière à être en deuxième position. Bon, un chiffre qui reste encore assez faible par rapport à Casa Nearshore, mais elle était deuxième. Et puis le CVH, on a eu une transaction au niveau du centre-ville historique, bon, avec des loyers un peu plus faibles, plus faibles que les autres zones. Corniche Ain Diab en forte baisse. On n'a pas le graphique, mais quand on compare, on va le voir avec nos collègues pour 2021, mais quand on compare par rapport aux années précédentes, c'était une zone qui était assez dynamique, c'est la Marina, avec seulement 2%. Et puis l'entrée de ville. Alors l'entrée de ville, c'est une zone, Casa Nearshore, c'est quasi entrée de ville. L'entrée de ville, c'est une zone dynamique, on en parlera plus dans le cadre probablement de vos questions, une zone en devenir, voilà, avec un plan d'aménagement qui institue l'immobilier professionnel sur cette zone-là. Donc, probablement que c'est une zone qui va capter un peu plus. En tout cas, pour 2020, pour résumer, Casa Nearshore a, entre guillemets, sauvé les meubles, voilà, avec 3/4 des mètres carrés placés. Si on voit le slide d'après. Avec les slides. Voilà. Voilà, donc cette slide, c'est juste pour voir un petit peu le loyer, enfin le loyer, l'évolution du loyer. Alors, on va voir dans le cadre de ce webinaire, est-ce que la tendance est à la baisse ou à la hausse, ou à la stagnation au niveau des loyers. D'ores et déjà, par rapport à 2019, on avait enregistré une légère baisse. Elle n'était pas énorme, on est à moins 5%, donc à 124 dirhams du mètre carré, à peu près moins 5% par rapport à l'année d'avant. Ce n'est pas catastrophique parce qu'on a eu quand même une période assez compliquée du corona. On verra si ça s'est conforté, cette baisse s'est confortée en 2021 ou pas. Voilà, ça reste des loyers de marché, plus ou moins, quelques exceptions près. Voilà, on verra maintenant ce qui s'est passé. Mon QCA, en deçà de ce qu'on a l'habitude de voir. Après, en QCA, ça reste une zone assez large. Vous avez du prime et du moins prime. Donc, ça, c'est pour les loyers. On passe à la slide d'après, peut-être. Voilà.
en 2021. Je laisse mes collègues en parler et puis après, on répondra à vos questions de manière un peu plus détaillée. Merci Tariq pour cette récap de l'année 2020. Effectivement, une année qui a été plutôt marquée par la résilience et effectivement par une puissance de Casa Nearshore. Nous allons parler maintenant de l'année 2021. Donc, je cède la parole à Wafi El Yacoubi, qui va démarrer la présentation de l'année 2021. Merci William. Bonjour tout le monde. Après la présentation des chiffres de 2020 par Tariq, moi j'ai l'honneur de vous présenter les chiffres de 2021. Donc, tout le monde se pose la question de la dynamique de 2020, dans quelle dynamique on se trouve en 2021 par rapport à 2020, si on allait retrouver les niveaux intéressants en termes de demande placée des années 2017, des belles années 2017, 2018, 2019. Écoutez, la réalité est autre. En fait, on a pu recenser en 2021 que 8 transactions exclusivement locatifs, 8 transactions totalisant un peu 12 550, pas plus de 12 550 mètres carrés. Donc, autant vous dire qu'on n'est pas dans une très, très, très bonne dynamique. Maintenant, ce qu'il est important de savoir, c'est que ces chiffres n'incluent pas Casa Nearshore. Nous n'avons pas encore reçu les données de Casa Nearshore. On va les intégrer dans les semaines qui viennent. Rappelez-vous ce que disait Tariq à juste titre, qu'en 2020, Casa Nearshore a représenté 76% de la demande placée. Sur les 23 814, il y avait 18 000 mètres carrés de demande placée concentrée à Casa Nearshore. Tout ça pour dire qu'on espère qu'une fois qu'on aura intégré les chiffres de Casa Nearshore, qu'on pourra atteindre au moins le même niveau que 2021. Donc, c'est pas non plus une photo, je ne dresse pas un tableau particulièrement négatif. J'espère qu'on sera sur des niveaux équivalents à ceux de 2020. Maintenant, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est quand on rapporte la surface, quand on calcule la surface moyenne par transaction, on se rend compte que la surface moyenne dépasse 1500 mètres carrés. Donc, ça reste quand même un chiffre qui est très, très intéressant et qui est bien plus élevé par rapport à ce qu'on a pu observer les années précédentes. Donc, on est sur des niveaux, des surfaces unitaires par transaction qui sont, de mon point de vue, assez intéressants. Alors maintenant, intéressons-nous à l'évolution dans le temps de cette demande placée. William, si tu peux passer à la slide suivante. Donc, quand on s'intéresse à l'évolution sur les 9 dernières années, depuis qu'on a commencé à recenser les données en 2013 jusqu'à la date d'aujourd'hui, alors on se rend compte que, bien évidemment, avant le contexte de Covid, avant le contexte de crise, on était sur à peu près en moyenne 45 000 mètres carrés de demande placée à la location et à l'acquisition. Donc, si on prend la moyenne de 2013 à 2019, par contre, comme disait Tariq, en 2020, on a observé une baisse d'à peu près 50%, ou 48% exactement, à 23 800 mètres carrés. Et en 2020, on a également observé une baisse de 47%. Alors, je relativise mon discours en disant une fois de plus que cette baisse de 47% en 2021 par rapport à 2020 est fortement biaisée par le fait que Casa Nearshore, les chiffres de Casa Nearshore ne sont pas inclus dans les chiffres de 2021. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on devait par contre retraiter Casa Nearshore, donc si on retranche les 18 000 mètres carrés de demande placée de Casa Nearshore en 2020, c'est-à-dire qu'on se retrouvait uniquement avec 5 814 de demandes placées en 2020, là pour le coup, si on devait comparer sur une base comparable, hors Casa Nearshore, on serait sur un trend plutôt haussier, sur une évolution de plus de 100%. Donc encore une fois, je souhaite juste nuancer mon discours et de relativiser le fait que 2021 est en baisse de 47%. Encore une fois, on ne compare pas sur les mêmes bases les chiffres de 2020 par rapport à ceux de 2021. Donc voilà, en termes de taux de croissance sur toute la période, on est sur un TCAM de 14%, de moins 14%, compte tenu bien évidemment de la baisse assez importante observée en 2020 et 2021. William, alors très bien. Maintenant, si on devait zoomer sur 2021 et vous présenter la répartition par zone hors Casa Nearshore, encore une fois, parce qu'on n'a pas encore les chiffres de Casa Nearshore, on se rend compte, c'est un phénomène assez intéressant puisqu'on se rend compte que l'entrée de ville, qui inclut Sidi Marouf notamment, concentre un peu moins de 50%.
soit une surface de 6000, un peu plus de 6000 mètres carrés, c'est exactement 6135 mètres carrés de surface qui est concentrée dans l'entrée de ville. Sur les 12 550, 50%, un peu moins de 50% est concentré à l'entrée de ville. 39% au niveau de la corniche. Par corniche, Tariq le disait tout à l'heure, on pense principalement à Enfa Place et la Marina. Et puis, vient après le QCA qui totalise 1000 mètres carrés, 8%, et puis le CVH et ASPA qui chacune, enfin CVH 2% et ASPA également 2%. Donc, on a une forte concentration à l'entrée de ville, 49%, suivi par la corniche qui totalise également 39% de la demande placée. Alors, si on devait… William, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, là, par contre, ce qu'on vous présente, c'est l'évolution dans le temps de la répartition par zone. C'est juste pour essayer de comparer en fait les poids que représente chacune des zones au fil du temps, depuis 2013 jusqu'en 2021. Donc, on voit que Kazan-Irshor, généralement, représente un poids assez important dans la demande placée. 2020, Tariq le disait, 76%. 2019, 48%. C'est à chaque fois une surface qui est comprise entre 15 000 et 20 000 mètres carrés, dépendamment des années. Tout ça pour dire que Kazan-Irshor est quand même assez représentatif et concentre une part très, très importante de la demande placée. En 2021, donc en excluant Kazan-Irshor, on a bien vu tout à l'heure, on a d'abord l'entrée de ville, puis le centre-ville historique, et enfin le QCA, suivi par INSBA et LCVH. Voilà. Bien sûr, cette répartition, et c'est là où je vais laisser la parole à Arthur, va impacter les niveaux des loyers, parce que le loyer de l'entrée de ville ne dépasse pas 120 dirhams le mètre carré. Donc, quand on va calculer le loyer moyen, on va les comparer, enfin, on va nous intéresser à l'historique des loyers dans le temps. Cette répartition par zone impacte fortement le loyer moyen, puisque les loyers pratiqués par zone sont assez variables d'une zone à une autre. À INSPA, on sait que les loyers ne dépassent pas 80 ou 90 dirhams. L'entrée de ville, plutôt autour de 120 dirhams. La Marina, on est autour de 180-185 dirhams. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, cette répartition va impacter les loyers. Donc, je donne la parole à Arthur qui va vous présenter les loyers 2021. Merci. Merci, Wafi. Bonjour à tous. Donc, sur les loyers moyens en 2021, ce qui ressort aujourd'hui, c'est un loyer moyen pondéré aux alentours de 131 dirhams du mètre carré. Si on compare ça à l'activité sur 2020, qui était aux alentours de 124 dirhams du mètre carré, on voit aujourd'hui une légère petite hausse qui est aux alentours de 6%, mais qui aujourd'hui va être justifiée sur 2020 par une très forte activité dans les opérations de Kazan-Irshor, comme expliquait Wafi à l'instant. Donc, on est sur des valeurs locatives qui étaient aux alentours de 120, alors qu'aujourd'hui, on va avoir pratiquement 49% des opérations qui vont se situer dans la corniche de Ndieb et dont les loyers aujourd'hui sont plus sur des rationalisations aux alentours de 158 dirhams. Donc, cette croissance d'amélioration, on va dire, de revenus locatifs est principalement liée par une destination différente en termes de prise à bail, et qui ne va pas être justifié, à mon avis, par la partie volume ou encore orientation en termes d'actifs immobiliers. Ce qui est important de prendre en considération dans ces valeurs-là, c'est que nous n'avons pas pris en considération, parce que nous n'avons pas obtenu les informations, c'est aujourd'hui les loyers, le nombre de mètres carrés qui ont été transactés à Kazan-Irshor, comme Wafi a pu l'indiquer. Donc, on note une petite amélioration en termes de valeur locative au mètre carré. William, je pense qu'on peut aller à l'autre. Donc, comme je disais, on a une évolution du loyer qui est aux alentours de 6%. Principalement lié, comme j'indiquais à l'instant, à un volume un peu plus important en termes d'opérations sur la corniche et le QCA. Mais important de prendre en note un point qui n'a pas pu être indiqué ou en tout cas pris en considération dans les calculs, c'est cette partie de Kazan-Irshor dont nous n'avons pas aujourd'hui le nombre de mètres carrés transactés et à quel prix, même si on sait que c'est plus ou moins sur des valeurs qui sont plus ou moins conventionnées. Vas-y, William. Ouais.
Donc là, même chose, on voit aujourd'hui les loyers moyens, l'évolution depuis 2013 à 2021. On se rend compte qu'en 2020, on était aux alentours de 124 dirhams du mètre carré, qu'aujourd'hui, on arrive à une valorisation au mètre carré aux alentours de 131 dirhams. Donc cette hausse de loyer, comme on a pu l'indiquer, elle est liée par des volumes plus importants dans des zones différentes, à des loyers plus élevés. Elles sont indicatives et avec une croissance aux alentours de 6%. Mais je pense que ces valeurs-là seront peut-être revues légèrement à la baisse quand on aura les indications de Casa Neerschau. Merci, merci messieurs. Alors, on a plusieurs questions. Moi, j'en ai une déjà alors, je ne sais pas qui va vouloir y répondre. On voit qu'en 2021, on a un immobilier, en tout cas, on a eu des transactions plutôt sur l'entrée de ville de Casablanca, un peu moins sur le centre-ville historique et sur Ainsba. Wafi nous rappelait que sur Ainsba, on avait probablement des loyers autour des 80. Pour ma part, j'en ai même vu légèrement inférieurs. Donc, ma question était la suivante. Est-ce que vous avez constaté, je dirais, des propositions d'un immobilier, je dirais, de bonne facture, des propositions de bureaux de qualité? Est-ce que dans les demandes qui ont été faites, est-ce que c'était le besoin que vous aviez identifié ou c'était la localisation avant tout? C'était quoi? C'était plutôt la qualité de l'immobilier ou plutôt la qualité de la localisation? Alors, je ne sais pas qui veut essayer de répondre à cette question. Je veux bien. Arthur. Moi, ce que j'ai pu, en tout cas, analyser sur les opérations transactionnelles, en tout cas sur l'année 2021, c'est un véritable phénomène de ces différentes interactions qui ont fait qu'il y a eu des déménagements. C'est-à-dire que les opérateurs aujourd'hui vont être très regardants de la qualité des actifs immobiliers, car ça rentre dans des normalisations en termes de standards internationaux et ça devient une nécessité quant à l'exploitation et l'optimisation d'exploitation de ces assets. La deuxième chose, c'est que l'immobilier, de manière générale, au Maroc et dans la culture des entreprises corporatives, de manière internationale, nous avons tous eu la même logique, c'est l'optimisation des coûts. Donc, il a fallu avoir en face de nous des propriétaires qui ont à la fois cette compréhension de l'utilisateur, c'est-à-dire d'être capable d'accompagner un utilisateur dans sa montée en puissance, des propriétaires qui ont l'intelligence de pouvoir développer des bâtiments normalisés aux standards internationaux pour permettre une certaine qualité de l'actif immobilier et bien évidemment permettre à ces utilisateurs de s'intégrer dans ces bâtiments-là correctement. Donc, c'était une vraie logique de partenariat entre les promoteurs développeurs et ces utilisateurs qui venaient intégrer ces actifs-là. Je complète juste les propos d'Arthur en disant que, en illustrant en fait, ce qu'a dit Arthur, donc effectivement, année 2021 marquée par une demande et une rationalisation des coûts qui se traduit par un redimensionnement à la baisse en termes de surface occupée par les corporates, et puis une renégociation également des niveaux de loyer, voire une migration quand il n'est pas possible de renégocier les loyers à la baisse. Donc et ça c'est un phénomène qui va, je pense, qui va se confirmer dans les années qui suivent, à savoir de la migration dans le contexte de crise et dans un contexte de rationalisation des coûts. Et ça va se traduire, comme disait Arthur, certainement par un loyer moyen qui va continuer à baisser dans les années, enfin dans les mois à venir, disons. Merci Wafi. Alors, on nous pose la question de savoir si nos chiffres prennent en compte Casa Marina. Alors, je peux répondre, hein, oui, ils prennent en compte Casa Marina. En tout cas, nous, les transactions qu'on aura recensées. J'ai une autre question pour un de vous trois, messieurs, concernant CFC. On nous demande pourquoi est-ce que nous n'avons pas de chiffres de CFC ou de Casa Enfa. Donc, comme je sais qu'on a travaillé sur le sujet, qui veut prendre la main sur ce sujet? Wafi, peut-être? Oui, alors, les données qu'on a recensées ne prennent pas en compte les transactions au niveau de la place financière sur Main Street. Donc, on sait qu'il y a effectivement un certain nombre de transactions au niveau de la Tour First, développées par CFCA, qui ne sont pas recensées à la date d'aujourd'hui, mais qu'on va devoir intégrer, bien évidemment,
un chantier qu'on est en train de mener pour recenser toutes les transactions au niveau de la première tour et puis des 2 petites tours qui ont été développées par CFCA et puis de toute l'offre qui va arriver au niveau de la place financière. Donc, Authority, Wafi. oui, tout à fait, pardon. CFCA, Donc, transactions CFC ne sont pas prises en compte. On va les intégrer dans les mois qui viennent parce qu'on est en train de collecter l'intégralité de ces transactions, aussi bien relatives à la tour First que la grande tour, que les 2 autres tours et puis les immeubles ou toute l'offre qui est en train d'être livrée ou qui va être livrée dans les années qui viennent, sachant qu'on sait tous qu'il y a une offre assez importante qui va arriver dans les années qui viennent au niveau de CFC, donc on ne peut pas se permettre de ne pas les intégrer. Merci Wafi. Oui, on a du boulot. On se rend compte qu'il va falloir qu'on aille chercher la data parce qu'elle a du mal à venir à nous toute seule. On a une question là sur les activités que nous avons placées en 2020 et 2021. Certaines personnes nous posent la question de savoir quelles sont les activités de ces preneurs, de ces utilisateurs. Est-ce que, Tariq, tu veux nous dire un mot? Oui. En fait, on va dire à notre niveau, on a beaucoup travaillé, ce n'est pas nouveau, mais c'est la réalité, avec des cabinets pharmaceutiques et des laboratoires internationaux. Donc, ça ne veut pas dire que c'est parce que le Covid, ils ne sont pas touchés, qu'eux, ils se développent. Non, voilà, il y a eu pas mal de demandes, de discussions sur ce volet-là. Maintenant, en second lieu, d'habitude, on bosse énormément, on travaille énormément avec des cabinets, banques d'affaires, conseils, ce genre de choses. Là, par contre, cette année, on en a eu beaucoup moins. Le principal secteur sur lequel on a bossé en bureau, c'était le pharmaceutique, le médical, groupes internationaux, voilà, qui se sont développés et qui ont renégocié, discuté, ce genre de choses. En complément de ce que Tariq a pu indiquer, en tout cas nous aussi de notre côté, on s'est rendu compte qu'on a eu énormément d'activités sur les activités offshore. Ah, d'accord, ok. Alors justement, on pose la question là de savoir quelle est la différence. Qu'est-ce qui explique la différence de prix entre Casa Marina et Casa Nearshore alors qu'on est sur des immeubles de qualité probablement pas très différente, voire similaire? Simplement, enfin, si je puis me permettre, tout simplement parce que les loyers de Casa Nearshore sont subventionnés, tout le monde le sait. Donc, ils sont en deçà de la valeur marchande, alors que le marina, les loyers sont au niveau du marché. Donc, effectivement, quand on a un loyer à la marina qui avoisine les 185, 190, à Casa Nearshore, aujourd'hui, il y a eu 2 indexations qui ont, depuis le développement des premiers immeubles de Casa Nearshore, on a démarré à 90, maintenant on est autour de 110. Donc oui, c'est effectivement, c'est plus les loyers de Casa Nearshore qui sont tirés vers le bas pour promouvoir les entreprises dans le secteur de l'offshoring et les inciter à se positionner au Maroc, et particulièrement au niveau de ce complexe, à Casa, qu'autre chose. Mais en complément, Wafi, entre 2019 et 2021, j'ai quand même assisté à différents mouvements hors Casa Nearshore et pour des activités offshoring. Donc, on se rend compte que l'immobilier aujourd'hui est vraiment l'outil dans lequel il faut être capable d'accompagner l'utilisateur dans sa compréhension de besoin et dans son élément économique. C'est-à-dire que l'équation aujourd'hui de prise à bail et de valorisation des loyers est liée principalement à l'activité de l'utilisateur et pas obligatoirement à la destination, je pense. Oui, Tariq, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec ce que dit Arthur, et même de manière générale, même avant le Covid, on voyait que la problématique de localisation, je ne dirais pas qu'elle était secondaire, mais la qualité du produit était le principal besoin de l'utilisateur au Maroc. C'était la qualité de l'actif en lui-même, les services, parce qu'une fois que tu te rends dans ton bureau, ce qui importe, c'est ce que tu y trouves à l'intérieur. On va dire que l'environnement était secondaire. Enfin,
En fait, avant Covid. en fait, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la localisation prime moins que la qualité de l'actif ou la qualité des bureaux dans lesquels les utilisateurs vont pouvoir faire leur activité. Et que si aujourd'hui, on voit… C'est une tendance avant Covid. Là, la D'accord. question, c'est est-ce qu'avec le Covid, je ne sais pas s'il y aura une question sur les loyers, mais il faudra qu'on en parle, est-ce que la pression à la baisse des loyers va encore plus accentuer cet élément? Voilà, justement, Euh, il y a une question sur l'impact du Covid, et je pense que vous vous en doutez, notamment… alors, en fait, il y a deux questions, hein. Il y en a une sur les impacts du Covid et plus précisément de l'impact du télétravail sur les demandes futures. Je pense là qu'on a affaire à un développeur qui veut savoir si c'est le moment d'aller sur les bureaux ou pas. En tout cas, la question, c'est en gros, quel est l'impact du télétravail sur vos demandes? Nous, aujourd'hui, dans la lecture des entreprises corporatives, il est très clair que les entreprises ont permis à leurs employés de pouvoir travailler un certain nombre de jours chez eux. Donc, ça permet une densification moins forte de l'espace de travail, ce qui engendre, en cas de déménagement, des surfaces plus réduites ou en tout cas une mutualisation des postes. En ce qui concerne les entreprises aujourd'hui qui ne déménagent pas pour des questions contractuelles et qui ne peuvent pas rompre leur baux, comme Wafi et Tariq l'indiquaient, il y a de très fortes négociations qui ont été menées avec les propriétaires pour essayer d'amener des optimisations par rapport aux coûts qu'ils ont actuellement, renégociation des loyers, demande de période de franchise. Certains propriétaires ont vraiment joué le jeu et ça, bravo à eux parce que c'était compliqué. Et voilà, donc clairement, oui, ça a un impact par rapport au nombre de mètres carrés exploités. Oui, on voit clairement que les entreprises sont dans une logique de coût, ou en tout cas de maîtrise de coût, et que C'est la une période priorité est moins… absolue, William, la maîtrise du coût, Comment? mais c'est une priorité absolue, mais la localisation et la qualité des bâtiments doivent être des composantes en triangle, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'ensemble de ces trois éléments pour pouvoir donner envie à un utilisateur de bouger. Ouais. On est bien d'accord. Maintenant, effectivement, pour répondre sur l'activité de télétravail, je pense je pense qu'il est encore un peu délicat d'être catégorique sur un impact clair sur du télétravail sur l'immobilier de bureau de demain. Je pense que certaines entreprises sont encore en télétravail, alors que d'autres sont reparties en full présentiel. Donc, il est difficile de dégager une tendance. Là, je parle sous votre contrôle, messieurs, mais il est difficile de dégager une tendance pour être catégorique en tout cas, sur l'année 2022 ou sur les tendances futures. Je ne sais pas si vous avez, vous, de la visibilité ou si à l'étranger, il y a déjà des tendances qui se dégagent. J'ai bien l'impression que c'est encore un petit peu tôt. Juste sur ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, William, c'est tôt. L'idée, c'est d'essayer de comprendre si ça va devenir une tendance structurelle au niveau des aménagements de bureaux ou c'est passager. Aujourd'hui, même au Maroc, vous rentrez dans beaucoup de bureaux et vous trouvez une chaise sur deux occupée. Donc, il y a des gens, beaucoup de gens sont revenus bien sûr en présentiel. Il y a encore des entreprises qui sont en distanciel et il y en a qui sont dans un schéma encore hybride et mixte. Donc, à un moment donné, il va se poser la question de est-ce que mon bureau tel qu'il est aménagé répond à cette utilisation partielle de l'espace. Ça va se voir très rapidement au niveau des aménagements. Aujourd'hui, on voit que la plupart des aménagements demandent des schémas qui sont beaucoup plus optimaux, des nouvelles workplaces, des aménagements encore avec le workplace friendly, où il y a des endroits d'échange, des zones voilà, de travail collaboratif. Est-ce que dans ces aménagements-là, on va aussi intégrer une rotation du personnel, un jour sur deux, etc. Je pense que c'est trop tôt. Moi, je pense que c'est trop tôt pour pouvoir dire est-ce que ça va être une tendance de fond. Pour l'instant, c'est le coût. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Tariq, c'est probablement un petit peu tôt, bien que
bien qu'aujourd'hui, il y ait des demandes de plus en plus croissantes de bureaux plus agiles, que ce soit du flex office ou effectivement des espaces collaboratifs. On pourrait parler aussi de la tendance du coworking, hein, qui est en train de s'affirmer là depuis. Alors, c'était balbutiant juste avant Covid, et puis en fait, on se rend compte que sur Casablanca, aujourd'hui, il y a quand même quelques opérateurs sérieux sur le coworking, mais il y en a aussi à Rabat, à Tanger. Donc, il y a une tendance qui est en train de se confirmer sur un souhait d'avoir beaucoup plus de flexibilité ou d'agilité dans l'utilisation des bureaux. On a une question là. Là, William, si je peux me permettre, il est très clair qu'on a des opérateurs internationaux qui sont en train de développer des concepts très innovateurs. On l'a vu sur fin de l'année dernière et début de cette année-là, avec quelques grosses ouvertures structurelles dans la région de Casablanca. Et on voit une vraie dynamique aujourd'hui des utilisateurs afin de faire des demandes spécifiques dans ce type de bâtiment. J'ai une question, messieurs, sur demande et peut-être pas sur offre, mais offre abondante. Donc, je ne sais pas qui veut aller sur ce sujet. En fait, je n'ai pas terminé la question, c'est ne pensez-vous pas qu'entre une demande plutôt en berne et une offre plutôt croissante, il ne risque pas d'y avoir un taux de vacances à la fois plus élevé et des loyers qui risquent d'être un peu abîmés. La phrase, Wafi, William, que tu viens d'indiquer est d'une réalité, en prenant des pincettes, presque réelle. Aujourd'hui, vous allez avoir une suroffre par le biais du nombre de mètres carrés développés dans la région du Grand Casablanca. Vous allez avoir une baisse des demandes parce qu'on se rend bien compte qu'on a moins de mètres carrés transactés. Et donc, ce qui va impliquer indirectement, peut-être, une baisse un peu plus drastique des valeurs locatives. Donc, c'est là où il va falloir réfléchir concrètement en tant que promoteur à développer des opérations qui soient totalement adaptées à la fois en termes de qualité des actifs immobiliers et à la fois adaptées en termes de valeur locative pour que les utilisateurs puissent s'y retrouver. Et donc, ça veut peut-être dire que, in fine, les TRI de promotion vont baisser un petit peu. Wafi, oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, il est évident qu'on vit un contexte de suroffre, il faut le dire, au niveau de la classe d'actifs bureaux et principalement, de mon point de vue, au niveau de Casa Anfa et particulièrement de Main Street, quand on voit le nombre de mètres carrés qui sont en train d'être livrés ou qui vont être livrés dans les 3 prochaines années. Donc, certainement qu'il y aura un phénomène, de migration de Casa vers CFC et d'une manière générale, une vacance qui risque d'être importante. Et la vraie question, est-ce que toute cette offre qui va arriver va trouver preneur? Alors, c'est difficile à dire à la date d'aujourd'hui parce qu'on parle d'une demande qui est particulière, une demande captive émanant des utilisateurs qui sont labellisés CFC. Voilà, la question à laquelle il faudra répondre dans les mois qui viennent, c'est est-ce que l'ensemble de ces immeubles vont être occupés compte tenu de la volumétrie très, très importante qui est en train d'arriver au niveau de CFC. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, messieurs, mais on avait eu le même débat en 2017 avec Casa Marina, où en fait, on se disait que Casa Marina allait dépeupler certains quartiers de Casablanca, qui avaient comme un phénomène d'aspiration sur Casablanca Marina. Vous, enfin, ce que vous pensez, c'est qu'on va vivre la même chose avec Casa Anfa et que ça va être accentué par le fait qu'il n'y ait pas une demande. En tout cas, on a une demande relativement visible sur 2022. Alors là, je m'avance beaucoup, parce que là, je suis déjà en train de parler de 2022, alors que… William, ce dont tu parles, c'est un mouvement de la demande.
Le mouvement de la demande, qu'elle bouge de zone en zone avec des nouvelles zones, etc. Ça, on l'a vu et on continuera à voir. Le changement centre-ville QCA, QCA Marina, Marina Oda, Oda, et même maintenant, entrée de ville, même un peu plus loin que l'entrée de ville, nouvelle offre, changement déménagement de la demande vers une autre zone. Mais la question que pose la personne qui a posé la question est beaucoup plus critique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une demande placée qui est en train de baisser et une offre qui vient et que même quand il y aura déménagement, il y aura toujours des mètres carrés qui vont, il y aura une augmentation de la vacance. Moi, personnellement, de ce que je vois aujourd'hui, même les asking price en location, je pense qu'ils sont en train de baisser, légèrement en tout cas, mais en tout cas, il y a une baisse. Je pense que c'est un trend qui n'a pas l'air de… en tout cas, 2021, c'est clair, et on ne sait pas si ça va aller jusqu'en 2022. C'est mondial. C'est-à-dire, ce n'est pas Casa. Je pense que toutes les grandes capitales au monde vivent ça à différents niveaux. Et la question qui se pose, c'est quand vous avez un nouveau développement, en l'occurrence dans des nouvelles zones, et que là, la pression sur la rentabilité sera plus importante. Parce que vous avez des coûts de construction qui augmentent, vous avez un loyer qui a une tendance baissière, une durée de vacances, une vacance qui augmente et une durée de commercialisation qui s'étale. Quand tu rajoutes ça, tu mets ça tout ensemble, voilà, ça pose un petit souci. Après, peut-être qu'on pourra, dans ce webinaire, brainstormer sur comment améliorer la situation. On va dire qu'aujourd'hui, sur le court terme et moyen terme, voilà, on n'est pas sur un schéma optimal, mais on n'est pas les seuls et c'est partout pareil, on va dire. Je pense qu'on doit même être mieux loti que d'autres grandes capitales économiques. Et un point aussi, Tariq, qui à un moment ou un autre devra être regardé, je pense, pour avoir une cartographie un peu globale sur ça, c'est les nouveaux entrants. Et il y a un sujet qu'on n'aborde pas souvent, c'est notre marché. Qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui ne bouge pas quand ça déménage, qui reprend, etc. Je pense que là, on peut même… Il y a un sujet aussi très important, c'est l'entrant. Arthur, on peut en parler là, en toute ouverture avec l'auditoire. Moi, je vous le dis, cette année, on a eu une demande d'un nouvel entrant, ce qui est très faible. C'est-à-dire, même d'habitude, tu reçois, j'investis, je regarde, envoie-moi une shortlist. Cette année, c'est très, très faible. On parle de multinationales, encore une fois, parce que c'est eux qui rentrent. Donc, moi, je peux donner mon retour, c'est ça. Je confirme tout à fait ce que dit Tariq. Effectivement, au niveau du marché, on observe très, très, très peu, depuis le début du Covid, de nouvel entrant. Donc, il y a plus un phénomène de migration pour les raisons de rationalisation des coûts liés au contexte, plutôt que l'arrivée de nouvel entrant sur le marché. Donc, on a très, très peu de demandes émanant d'utilisateurs qui ne sont pas installés au Maroc et qui veulent s'installer au Maroc. Ça, en tout cas, c'est une tendance claire. Et chapeau parce que c'est entrer dans ce contexte global, avec les restrictions, etc., c'est compliqué. Donc, vous parlez de quelle année, messieurs, là? Vous parlez de l'année 2020 ou de l'année 2021 ou les deux? Moi, je parle de 2021 parce que 2020, on va dire que 2020, c'est, je donne mon expérience, mais 2020, tout le monde disait, ça y est, c'est juste après le confinement et on va redevenir comme avant. Et ça y est, c'est juste, il faut juste supporter 2-3 mois et tout va redevenir à la normale. D'ailleurs, même si vous regardez, nous, on avait étudié ce point-là, le principal élément de négociation en 2020, c'était les franchises de loyer. C'était la franchise de loyer, ce n'était pas la baisse de loyer. Personne n'allait dire baisse-moi mon loyer, mais franchise de loyer parce qu'il y a le confinement et que voilà, il faut gérer la trésorerie. Maintenant, non. Maintenant, c'est autre chose. Ça dure un peu plus que les 2-3 mois que tout le monde avait en tête. Et à chaque fois, on dit, mais avec le vaccin, ça va s'améliorer. Avec la deuxième dose, ça va s'améliorer. C'est mondial. Donc, voilà. Mais Tariq, si on est d'accord, la question qui a été demandée par les personnes assistant au webinaire est vraiment un sujet fondamental. C'est comment allons-nous faire demain pour remplir tout ce qui va être développé? Parce que si on n'a pas d'entrants, on va bien devoir les sortir de quelque part. Ou pas? Ou pas. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, je ne sais pas si c'est une question sur laquelle on peut…
Mais c'est un élément clé, c'est-à-dire comment on va faire, comment Casablanca, comment le pays va faire pour augmenter pour l'investisseur et voilà, le nombre de mètres carrés et la demande. C'est une question qui a un côté clair, qui est le côté économique. Écoute, enfin, il y a plusieurs chantiers, plusieurs éléments de réflexion. Bon, je ne sais pas si on va en débattre là en ce moment, mais voilà, espérons qu'il y aura des décisions fortes qui vont être prises. Je pense que ça devrait être le cas. Un exemple tout simple, enfin, je sais pas, je donne, c'est mon avis, enfin, brainstorming, c'est en ce moment, on voit qu'avec le nouveau gouvernement, on est en train d'envisager des nouveaux marchés, des nouveaux relais de croissance. On n'est plus que sur l'Europe de l'Ouest, on va voir un petit peu en Asie, on va voir l'Europe de l'Est, aux États-Unis, on se rapproche un peu plus des marchés anglo-saxons. Peut-être que tous ces éléments-là vont créer plus de multinationales qui vont s'intéresser à Casablanca. Face à la concurrence de Johannesburg et face à la concurrence de Dubaï, et face à la concurrence du Caire aussi qui est en train de performer. Voilà, donc c'est une politique globale. Casablanca, espérons, va tirer son épingle du jeu. Une autre petite piste hein, qui pourrait, à mon avis, être utilisée aussi par beaucoup d'investisseurs ou propriétaires institutionnels, c'est la reconversion des actifs existants dans les zones qui ne sont pas dans les zones en développement. Ce sont des sujets qu'on a pu aborder plusieurs fois, dont des thématiques de reconversion. Et peut-être qu'aujourd'hui, un bâtiment qui est dans une zone spécifique, qui est en bureau, n'a plus de sens à être en bureau. C'est un sujet. Je pense que tu as raison, Arthur, c'est une piste de réflexion. Pour revenir sur l'immobilier de bureau, moi, je pense que de toute façon, il est vraiment tôt et vraiment trop tôt pour savoir ce que va donner 2022. Je pense qu'il faut qu'on aille. Faut déjà que nos frontières soient réouvertes pour que les gens puissent arriver. Ce serait mécaniquement déjà impératif. Et puis, on n'est pas en post-Covid. Hein. Je pense qu'on en a suffisamment parlé tous les quatre pour être d'accord sur le fait qu'on est encore dans une dynamique Covid et que dans cette dynamique Covid, il est très difficile de prendre des décisions et que finalement, on manque cruellement de visibilité. Alors, si nous, on manque de visibilité, j'imagine que pour la demande, c'est pareil. Hein. Exactement. Alors, j'ai une question, messieurs, là, sur les OPCI. Et un de nos participants nous demande si dans les actifs que nous avons travaillés, il y avait des OPCI et est-ce que les OPCI peuvent être alors générateurs d'une forme de dynamisme dans l'immobilier locatif. Alors, il faut rappeler que l'OPCI, hein, c'est un véhicule d'investissement immobilier locatif. Bon, je ne pense pas avoir vraiment beaucoup d'influence sur la demande. Oui, Tariq. Voilà, je vais répondre à la deuxième partie de la question. Oui. Voilà, un OPCI, c'est une offre immobilière. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'offre immobilière, elle est en pipe, elle existe, elle est plutôt qualitative et elle arrive sur le marché, OPCI ou pas, elle arrive. Donc, aujourd'hui, la question, c'est la demande, ce n'est pas l'offre. Maintenant, je ne me rappelle plus le début de la question. En fait, l'idée, c'est est-ce que les OPCI vont être un levier pour dynamiser le marché de l'immobilier locatif? Alors, juste pour compléter ce que disait Tariq, les OPCI pourraient contribuer au dynamisme de l'investissement immobilier. C'est-à-dire le volume d'investissement pourrait être augmenté par l'ensemble des avantages que procure le véhicule ou le régime des OPCI. De là à ce que ça dynamise l'immobilier locatif, c'est-à-dire les transactions locatives, moi, de mon point de vue, non, puisque les OPCI, généralement, se positionnent sur des actifs financiarisés qui génèrent du rendement. Donc oui, il y aura peut-être plus d'investissement, puisque voilà, une dynamique est positive liée à ce nouveau régime, parce qu'il y aura
de par les incitations fiscales, une volonté des vendeurs de se dessaisir de leurs actifs immobiliers si tant est qu'ils puissent en obtenir un prix intéressant compte tenu des avantages que proposent les OPCI. Mais sur les transactions locatives, de mon point de vue, non. Je suis bien aligné avec toi, Wafi. L'OPCI va être véritablement un véhicule d'investissement dédié dont l'ADN principal est la financiarisation de ses actifs. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des loyers. Donc, en fait, l'OPCI va créer des locataires, mais ne va pas créer de transactions. Il ne va pas créer de locataires. Non, l'OPCI ne va pas créer un flux financier. L'OPCI va créer des acheteurs d'actifs financiarisés. Voilà, parce qu'ils ont besoin d'acheter des actifs qui génèrent du rendement. Je pense que nous quatre ici, on peut confirmer qu'on n'a pas un problème au niveau d'acheteurs d'actifs financiarisés. De la demande d'immeubles de bureaux fully let prime à la vente, vous avez des OPCI, vous avez des fonds privés, vous avez des institutionnels, vous avez des fonds de pension, vous avez des sociétés cotées, et même des high net worth, vous avez tout type d'acheteurs qui sont intéressés. Donc, alors, pour cette création de locataires, je pensais surtout à des propriétaires utilisateurs qui aujourd'hui vendraient leurs actifs et qui deviendraient eux-mêmes locataires de leurs actifs. C'est dans ce sens-là que je parlais. Oui. C'est la leaseback, oui, tu as raison. Effectivement, les OPCI pourraient favoriser l'externalisation par certains utilisateurs de leur immobilier d'exploitation en les financiarisant à travers effectivement la signature de contrats de bail. Oui, effectivement. Tu as entièrement raison. Et d'ailleurs, il y a eu des opérations dans ce sens dans le secteur notamment bancaire autre à travers les OPCI. Donc, effectivement, ça pourrait donc, autant pour moi, ça pourrait, à travers l'externalisation de l'immobilier d'exploitation, dynamiser les transactions locatives, oui. Donc, c'est un bon point. Donc, à bon entendeur, salut. Si certains veulent être accompagnés sur le passage de propriétaire utilisateur à locataire utilisateur, ils peuvent vous solliciter. Mais William, ça ne remplira pas les nouveaux immeubles. Ah, mais non, mais on est d'accord. On est d'accord. Il reste toujours une offre. L'OPCI peut fabriquer du locataire, mais ne crée pas une transaction, effectivement. Exactement. Alors, on me pose une question sur le rendement qu'on peut espérer de l'immobilier locatif bureau sur Casablanca. Alors, je me lance, si vous voulez bien. En fait, les niveaux de rendement dépendent bien évidemment de la localisation et de la qualité de l'actif, la qualité de construction. Donc, par contre, on peut communiquer un niveau de rendement, une fourchette de rendement sur la base des transactions sur les actifs financiarisés bureaux, dépendamment des localisations et de la qualité de construction, on est entre, disons, 7,5 et 9%, pour prendre une fourchette très, très large. Donc, voilà les niveaux de rendement à la date d'aujourd'hui qu'on a observé sur des transactions bureaux actifs financiarisés. 7,5, 8% sur des actifs prime, très bien localisés, 8,5, 9 sur des actifs moins bien localisés. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou... Très aligné. Alors, une autre question. L'immobilier est-il encore une valeur refuge ? Ça dépend le segment, mais sur le tertiaire, on a vu beaucoup de placements ces dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui ou demain, ça restera une valeur refuge avec le risque de ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire une suroffre, une possibilité de vacances et autres? L'avenir nous le dira. Ouais, je pense que sur l'immobilier, je pense que là, pour répondre à cette question, il faudrait plutôt parler de valeurs résilientes que de valeurs refuge. Je pense qu'on est assez d'accord que même si nous vivons un moment plutôt compliqué du fait, et comme l'a si bien dit Tariq, du fait d'une économie qui a été impactée par cette crise sanitaire, évidemment, ça va avoir un impact probablement
pas très positif sur les rendements immobiliers. Pour autant, voilà, je n'ai pas vu de départ massif des immeubles. Les locataires sont toujours dans les immeubles, paient leur loyer. Comme tu l'as dit, Arthur, il y a eu des discussions intelligentes entre propriétaires et locataires. Chacun a essayé de faire un effort pour ne pas casser cette belle machine, parce que personne n'a intérêt à ce que le compteur s'arrête. Il faut que ça continue, et de façon plutôt vertueuse, c'est-à-dire voilà, il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part des propriétaires que, eh ben, effectivement, les utilisateurs souffrent en ce moment. Ce n'est pas pour autant qu'ils doivent directement impacter les propriétaires ou en tout cas ces investisseurs. Mais il est évident qu'il y a des discussions. Il ne faut surtout pas rompre la communication entre propriétaires et locataires. Je pense qu'entre bailleurs et locataires, je pense que ce serait ce qui y aurait de pire à faire. Et donc, l'immobilier, à mon sens, hein, je parle sous votre contrôle, messieurs, pour répondre à cette question, est plus une valeur résiliente qu'une valeur refuge. Je complète ce que tu dis. Donc, moi, je considère que l'immobilier reste une valeur refuge, même dans ce contexte actuel. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, on n'a pas observé sur ces 2 dernières années, depuis le contexte du Covid, une décompression des taux de rendement. Tout structuré des opérations sur des actifs financiarisés. Moi, j'ai été le premier à être surpris par l'appétit des investisseurs sur ces actifs-là et par le fait qu'il n'y ait pas eu de prime de risque. Donc, les rendements n'ont pas augmenté. Les attentes des investisseurs en termes de rendement n'ont pas explosé compte tenu, pour des raisons liées au contexte, à travers une forme de prime, d'une part. Donc, vu qu'il n'y a pas eu de décompression, la valeur de marché des actifs, toutes choses égales par ailleurs, n'a pas baissé. Donc, je rebondis sur ce que tu disais. Oui, l'immobilier reste une valeur résiliente. Donc, on a et donc une valeur refuge. Et même d'une manière générale, indépendamment des actifs financiarisés, ça fait de ma part, on n'a pas vu une baisse drastique des valeurs de marché. On fait tous de l'expertise immobilière ici, on sait tous que moi, je n'ai pas vu de baisse des prix des actifs tertiaires. Tout simplement parce qu'il y a toujours une pression sur le foncier et la valeur de foncier n'a pas baissé. Donc, oui, l'immobilier reste une valeur refuge pour ces raisons-là, de mon point de vue. Alors, justement, il y a Je vais juste compléter sur ce qu'a dit William, sur ce qu'a dit Wafi. Je suis d'accord, mais bon, la question, elle est un peu large. Quand on parle d'immobilier, je pense que la personne qui a posé la question parle de l'immobilier résidentiel. Je ne sais pas si elle parle d'immobilier bureau. Ou tertiaire. Ou tertiaire, je ne sais pas. Mais il faut scinder les deux. C'est-à-dire, là, si vous vous lancez dans l'investissement locatif, ça ne sert à rien d'avoir un plateau de bureau s'il est vide. L'idée, c'est qu'il soit rempli. Donc, générer du revenu actuellement sur du bureau, ça reste un actif, bien sûr, comme l'a dit Wafi, de fonds de portefeuille extrêmement stratégique, extrêmement demandé par les institutionnels et les investisseurs, dont les rendements et les yields n'ont pas été très impactés, on l'a vu, mais ça reste un actif qui a en ce moment un petit risque, on va l'appeler comme ça, qui est le risque de vacances. Donc, si vous avez un bien immeuble, bureau, et qu'il est rempli, et que vous avez bien négocié votre bail, parce que le risque que vous avez, c'est la pérennité du bail. Si votre locataire peut sortir et dans un contexte de baisse des loyers, là, votre actif en prend un coup. Mais si votre actif est bien cadenassé et que vous avez suffisamment de caution et de garantie et que la sortie n'est pas aussi aisée et que vous avez un rendement qui est garanti dans le temps, c'est un très bon investissement. Et voilà, c'est clair que c'est quelque chose qui est demandé par les investisseurs et vous n'aurez pas beaucoup de mal à le revendre puisque un actif financiarisé loué au Maroc, on a la demande, on n'a pas le produit. C'est pour ça qu'on dit que le marché n'est pas très liquide. C'est parce qu'on a une des deux composantes. On a les investisseurs, on n'a pas les produits à la location disponibles comme ça. Donc, c'est un bon investissement si vous l'avez quand même. Alors, justement, il y a une question là qui met en relief les 2 années de ralentissement, c'est-à-dire ce stress qu'on a pu avoir sur la demande.
Alors, je pense que celui qui nous pose la question, je le connais bien d'ailleurs, je pense qu'il veut qu'on lise dans une boule de cristal. Vous savez, il veut savoir si justement ces 2 années de contraction ne vont pas être justement compensées par de très, très belles années à venir. C'est-à-dire que la dynamique, vous voyez un peu l'image du bateau de pirate qui avance avec des tonneaux lestés et puis finalement il coupe les tonneaux, il coupe le lest et puis boum, il s'envole et puis il rattrape le bateau derrière lequel il filait. Alors, je ne sais pas s'il y en a un de vous qui a une vision optimiste et qui a envie de la développer. William, c'est le rêve de tout le monde. Bien évidemment, on espère tous et on continue à se battre tous les jours pour que cette dynamique reprenne. Mais on est sur un marché où, à un moment ou à un autre, il va devoir y avoir des réalités, et des réalités qui sont liées aux volumes qui vont être développés et aux capacités d'absorption. Ce qui est intéressant de regarder avec l'organisme Statimo, c'est qu'aujourd'hui, on récolte depuis pratiquement 2013. Donc, on se rend bien compte aujourd'hui de quels sont les volumes que Casablanca et Grand Casablanca ont la capacité d'absorber. On se rend bien compte que depuis 2018, on a eu une baisse progressive du nombre de volumes transactés. Donc, il ne faut pas imaginer, je ne pense pas qu'il faille imaginer qu'en 2022-2023, on va repasser à 2 fois ce qu'on commercialisait en 2016-2017. Il faut Non, être très mais réaliste. si on peut cette fois se commercialiser en 2021, ce serait bien déjà. Oui, on parle de 40 000 mètres carrés par an. Attention, et je tiens à rappeler, messieurs, que Statimo, on n'est pas dans l'exhaustivité de ce qui se fait sur Casablanca, hein. Nous, on est plutôt sur des tendances. Alors, il y a une question, puis je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Il y a une question assez technique qui aborde le sujet du nombre de mètres carrés par personne, de l'impact du Covid sur le nombre de mètres carrés par personne utilisés dans le cadre de la location. Et en fait, l'idée sous-jacente, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une baisse à cause du télétravail, du besoin en mètres carrés des entreprises par collaborateur? Alors, je peux faire un commentaire dessus. C'est, ce qu'on a vu, c'est que c'est 2 éléments contradictoires. Un, on a besoin il y a une rotation, oui, c'est vrai, donc on a besoin en principe de moins d'espace, mais on a aussi besoin de plus de distance. Donc, finalement, avoir de l'espace et Covid compliant. Et d'un autre côté, il y a une rotation, donc on devrait réduire. Moi, je n'ai pas l'impression je ne pense pas, peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait une réduction du mètre carré par poste. Je ne pense pas qu'on ait atteint On peut réduire réduction du nombre de postes, ça oui, mais réduire le nombre de mètres carrés par poste, je ne pense pas qu'on soit à ce niveau-là, je ne pense pas. Je suis assez d'accord, Tariq, Je suis assez d'accord sur ton analyse. Nous, c'est ce qu'on observe aussi. Effectivement, il y a une obligation de distanciation et donc obligatoirement, ça impacte, même s'il y a moins de monde, ça impacte de toute façon le mètre carré par collaborateur. Et ça le grandit d'ailleurs, ça l'augmente, pardon. Alors après, nous, ce qu'on a observé, c'est des sujets qui sont un peu périphériques et qui viennent impacter. Il y a 2 sujets qui me viennent en tête. Il y a le premier qui concerne l'aération des bureaux. Il y a une demande des utilisateurs sur une aération, une ventilation améliorée des plateaux bureaux avec des débits d'air supérieurs à ce qu'on avait auparavant, c'est-à-dire qu'ils souhaitent un renouvellement naturel amélioré de l'air dans les bureaux. Et le deuxième point, ça concerne aujourd'hui l'impact du collaboratif et de ce changement de management dans les entreprises où en fait, il n'est pas certain que le collaboratif vienne optimiser les mètres carrés bureaux. C'est-à-dire que de passer de la subordination à la collaboration aurait peut-être pour effet de justement de revoir l'utilisation des espaces et peut-être un impact pas optimisé en tout cas sur les mètres carrés bureaux.
Donc, je ne sais pas s'il y en a certains, si vous avez, vous, des retours d'informations sur… Non, vraiment, William, sur l'ensemble de nos clients corporatifs, on a eu un très gros travail ces 18 derniers mois sur Oui. restructuration en space plan, réorganisation des espaces de travail, réoptimisation, modèle de travail collaboratif, etc. Donc, ça ne réduit pas réellement le nombre de mètres carrés. Les équipements techniques des locaux, très clairement, deviennent de plus en plus performants, comme tu as pu l'indiquer. Donc, renouvellement d'air, oxygénation des espaces, possibilité d'ouvrir pour des ventilations naturelles, etc. etc. Donc, oui, c'est très complet. C'est-à-dire que la surface ne réduit pas, mais l'agencement, de manière générale, change énormément. Change énormément dans la façon de vivre, en raison, entre autres, ce que disait Tariq, les distanciations, etc., qui deviennent aujourd'hui obligatoires. Donc, c'est très intéressant de voir comment les entreprises, et plus particulièrement des entreprises vraiment, par exemple, dans le conseil, dans l'audit, ce genre de choses, se remettent à réorganiser leur façon de travailler à l'international. Et c'est des choses qui sont en train d'arriver doucement sur les pays du Moyen-Orient, du Maghreb et d'Afrique en général. Bon, messieurs, un mot pour la fin. Je pense qu'on est, voilà, on est à 1 heure de webinaire. Je pense qu'on a fait le tour des questions qui nous ont été posées. Je ne sais pas si un de vous veut ajouter quelque chose avant de nous quitter. Peut-être juste un petit, finir sur une note positive. Essayer de finir sur une note positive. Espérons que, on l'a tous vu, on a tous vu la crise de 2007 sur l'immobilier résidentiel et on a vu comment elle a eu un impact positif puisqu'elle a amélioré l'offre, elle a mis fin elle a réduit de manière considérable la spéculation. Cette crise, entre guillemets, du Covid qui a un impact sur l'immobilier, espérons qu'on en sortira avec quelque chose de positif et peut-être une refonte dans le cadre justement du nouveau développement économique du Maroc, peut-être une nouvelle dynamique qui aura un impact positif sur la création d'emplois et sur les mètres carrés placés. Espérons que ça sera le cas. Et moi, je pense que ça devrait potentiellement être le cas. Let's hope que l'avenir sera de bon augure pour nous tous. Il sera meilleur, Tariq, c'est une certitude. Inch'Allah. Mais on doit rester focus utilisateur. N'oubliez jamais, c'est la clé de la financiarisation de nos actifs. Oui, chef. Mais je pense que tu as raison, Arthur. Il faut être focus utilisateur parce que de toute façon, c'est les utilisateurs qui font que le marché s'améliore. C'est leur capacité à innover, c'est leur génie et leurs exigences, en fait, qui permettent de tirer vers le haut aujourd'hui la qualité de l'immobilier tertiaire. Et d'ailleurs, je pense que vous participez tous à des workshops avec des développeurs ou des investisseurs pour une raison simple, c'est que vous êtes les 2 pieds dans le marché quotidiennement et que vous êtes à même de pouvoir passer les messages, en tout cas les attentes des utilisateurs. Voilà, bon, on est au terme de ce webinaire. J'espère que ça vous aura éclairé sur ces 2 dernières années d'immobilier bureau locatif sur Casablanca. Je vous laisse chacun prendre contact avec l'un d'entre nous si vous voulez en savoir un petit peu plus sur que ce soit l'immobilier bureau ou l'immobilier logistique, parce que j'ai vu des questions sur l'immobilier logistique, mais on n'avait pas traité ce sujet aujourd'hui. Donc, je prends note, et messieurs, prenez note que nous referons un webinaire dans quelques temps pour parler d'immobilier logistique. Je prends note aussi, Wafi, que tu nous as mis comme je dirais, projet de travailler sur Casa Enfa et CFC de façon profitable pour tous. Donc, je pense qu'effectivement, on va avoir une belle année 2022. En tout cas, je nous le souhaite, je vous le souhaite. Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt. À bientôt. Merci, William. Merci à tous les… À bientôt à tous. Merci. Merci aux participants. Au revoir.